Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du livre Résister, petite histoire des luttes contemporaines. C'est aux éditions 10-18. Bonjour Manuel Cervera Marzal. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre sorti le 1er septembre. Vous êtes sociologue et chercheur en sociologie politique, spécialisé sur la gauche et notamment sur la France insoumise. Alors vous dites que ce livre est né d'un constat. Il n'est plus possible de militer aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? La principale chose qui a changé, c'est qu'il y a 20 ans, quand vous avez un grief, une récrimination à faire valoir contre le gouvernement notamment, le premier réflexe que vous aviez, c'était de descendre dans la rue pour manifester. Eh bien, depuis une petite dizaine d'années, on s'aperçoit que manifester, c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Bon, non seulement parce que pendant les 2 années de Covid et de confinement, effectivement, pour des raisons sanitaires évidentes, ça a été un droit qui a été entravé. Mais ça remonte à bien avant ça. En fait, on peut dater de 2014, le moment où, à l'époque, Manuel Valls est ministre de l'Intérieur, on commence à interdire des manifestations. D'abord des manifestations de gens qui défilent en solidarité avec les Palestiniens. Ensuite, l'année suivante, c'est la COP21 en 2015. Et là, c'est des manifestations d'écologistes qui sont interdites. Et puis en 2016, c'est des manifestations contre la réforme El Khomri. Et depuis, voilà, on a vu comme ça finalement, on s'est accoutumé à l'interdiction de la manifestation. Et donc, en parallèle, se développent de nouvelles formes de contestation. Ce qui vous a donné envie de réfléchir sur ce sujet, c'est le régime d'exception durant la Covid-19 et qui vous a donné envie d'approfondir ? Ce qui m'a donné envie d'approfondir, c'est de voir que toute une série de militants, d'activistes, de contestataires sur lesquels moi j'avais commencé à travailler au début des années 2010 se retrouvaient aujourd'hui dans des trajectoires de, oui, on y reviendra peut-être, mais ce que j'appelle radicalisation, c'est-à-dire qu'ils passent à des modes d'action qui de plus en plus souvent transgressent ce qui est légalement autorisé, voire même s'aventurent vers certaines formes de violence. Là aussi, je mets des guillemets parce qu'il faut, je pense, décortiquer assez minutieusement ce terme. Alors, on va y revenir, mais vous dites d'abord que l'État est devenu plus autoritaire qu'il y a 20 ans. Comment est-ce qu'on le note ? Alors ça, pour le coup, j'ai tout un tas de collègues, historiens, sociologues, politistes qui ont travaillé là-dessus. Le tournant autoritaire des États de droit occidentaux, parce que c'est pas une tendance qui est spécifique à la France, mais concentrons-nous sur le cas français, il se voit à 3 niveaux, au niveau policier, au niveau législatif et au niveau judiciaire. Au niveau policier, tout simplement, voilà, vous voyez le nombre de violences en fait policières qui causent tout simplement des blessures physiques chez les manifestants. C'est quelque chose, c'est très facile à relever. Ça a augmenté depuis une vingtaine d'années. Au niveau législatif, sur les 20 dernières années toujours, on a eu quasiment une loi par an, c'est un tout petit peu moins que ça, qui a été une loi, en général c'est des lois antiterroristes, mais qui servent en réalité pas à s'en prendre uniquement aux terroristes, mais aussi aux syndicalistes, aux écologistes. Enfin voilà, on prend prétexte de lutte contre le terrorisme pour, restreindre toute forme d'expression contestataire. Donc ça c'est le deuxième élément. Et à côté du coup de la loi et de la police, il y a aussi la justice. On peut regarder ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, avec plus de 2000 condamnations en comparution immédiate. C'est des choses qui sont tout à fait inédites. Alors vous expliquez dans le livre que si les manifestants font preuve de violence, c'est d'abord en réponse à celle de l'État. Donc et vous dissociez la violence aux personnes et la violence matérielle. Donc quand des manifestants dégradent l'Arc de Triomphe, pour vous, c'est pas vraiment de la violence ? Alors c'est pas ça, c'est que je pense que effectivement, si on veut fournir une analyse la plus objective possible en fait des conflits sociaux qui se déroulent aujourd'hui, on est obligé et pas tomber dans des espèces de jugements de valeur, d'anathèmes, on est obligé de faire des distinguos comme celui que vous présentez là. Effectivement, je pense que porter atteinte à des biens, c'est différent, et je pense que c'est important de le souligner, de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes, parce que pour le coup, insulter... vilipender quelqu'un, effectivement, c'est une forme de violence, mais c'est un point qui est parfois, pour décrire la violence justement qui a pu être commise au moment de décembre 2018, les gilets jaunes, ou bien la violence du cortège de tête ou des Black Blocs, on entend comme ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les analyses un peu journalistiques, un peu précipitées, c'est du nihilisme, c'est une violence aveugle, complètement sans fondement, complètement apolitique. En réalité, quand on regarde ces violences, elles sont souvent dirigées contre des biens matériels
très précis. Quand vous détruisez un distributeur automatique, la vitrine d'une grande banque ou d'un concessionnaire automobile ou une préfecture, vous vous en prenez pas à n'importe quel bien, vous vous en prenez, et il faut être aveugle, je pense, ou de très mauvaise foi pour pas le voir, mais vous vous en prenez à des biens qui sont le symbole du capitalisme financiarisé, ou quand c'est une préfecture, le symbole de l'État. Donc il n'y a pas de hasard, c'est ça que vous voulez dire. Non, il n'y a pas de hasard, et finalement le message en fait politique, parce qu'il y en a un derrière ces violences, le message il est dans la cible elle-même en fait. La cible qui est visée, c'est un symbole, et c'est ça qu'il s'agit de décrypter. Vous employez aussi dans ce livre le terme de radicalisation pour décrire les récentes luttes sociales, une radicalisation de la contestation. Et là encore, selon vous, cette radicalisation, c'est une réponse à celle de l'État ? Oui. Alors, ce terme de radicalisation, j'ai hésité en fait à l'utiliser parce que justement aujourd'hui, c'est un terme qui est très galvaudé et qui sert souvent à mettre dans le même sac à la fois, je sais pas, le djihadiste ou l'apprenti-djihadiste qui part en Syrie. Aujourd'hui, quand on pense radicalisation, on pense surtout radicalisation terrorisme. Voilà, on pense plutôt radicalisation terrorisme, mais quand on regarde en fait dans la façon dont nos gouvernants mettent en place des politiques publiques pour lutter contre la radicalisation, et aussi dans tout un tas de programmes de recherche ou d'articles de presse qui parlent de radicalisation, on en vient en fait sous ce terme qui vise, vous avez raison, d'abord et avant tout les terroristes, à amalgamer aussi des jeunes écologistes et puis aussi des manifestants qui seraient, ou des militants qui seraient du côté de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. C'est un grand fourre-tout, donc c'est un terme là aussi qu'il faut essayer vraiment de préciser. Mais de fait, quand on voit quand on va se multiplier les actions de désobéissance civile, de sabotage comme il y en a eu cet été, et grosso modo d'actions en fait qui sont des actions illégales, oui, on peut parler, je pense, d'une forme de radicalisation qui répond à ce que je décrivais auparavant, la radicalisation de l'État, parce que chronologiquement, l'État a entravé le droit de manifester avant que ces manifestants se tournent vers d'autres formes d'action. Jonathan Curiel, que nous avons reçu aussi dans cette émission, est l'auteur du livre « La société hystérisée », où l'on n'est plus capable de discuter, de débattre calmement, une société où les réseaux sociaux aussi attisent les polémiques et où le phénomène des chaînes d'information en continu sont venus électriser le débat politique. Est-ce que tout ce contexte est aussi à prendre en compte sur les 20 dernières années de lutte sociale ? Oui, probablement. Effectivement, quand on s'exprime en 140 caractères ou en 280 caractères, ça facilite pas la nuance dans la pensée. De même que les chaînes d'infos en continu qui ont délaissé en fait tout travail d'enquête, tout travail factuel pour privilégier des polémiques. C'est sûr, ça coûte moins cher d'inviter 3 personnes sur un plateau qui visent uniquement à faire le buzz. Oui, ça, comment il dit, hystériser. Oui, en tout cas, ça électrise le débat et ça ne favorise pas des formes de dialogue ou de discussion. Donc oui, ça fait partie du panorama général. Avec le confinement, les crises sanitaires, le mouvement des gilets jaunes s'est un peu essoufflé. Pensez-vous que les luttes sociales vont reprendre cette année, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment, je pense, avec la probable réforme des retraites qui devrait voir le jour ? Oui, d'ailleurs, on parlait de réforme des retraites, c'est intéressant parce que lorsque le Covid est arrivé et qu'il y a eu le premier confinement en mars 2020, on était en plein mouvement contre la réforme des retraites de l'époque, qui était l'un des mouvements les plus... Oui, effectivement, et c'était un mouvement dur, un mouvement long, avec de grandes manifestations, beaucoup de grèves aussi. Et donc, on peut, oui, je pense que je ne suis pas prophète, mais effectivement, un certain nombre d'ingrédients et de mécontentements sont aujourd'hui réunis pour qu'on puisse, alors on ne peut jamais prévoir ça très précisément, mais on peut s'attendre à un réveil des luttes sociales qui ont été mises entre parenthèses par les 2 années de Covid, qui ne sont pas tout à fait derrière nous, mais bon. Voilà. Et enfin, pour conclure rapidement, Manuel Cervera Marzal, ce livre est aussi une réflexion sur le rôle de sociologue dans la société. Un sociologue doit-il seulement décrire les faits ou bien aussi tenter de les analyser et faire des hypothèses ? Oui, le rôle du sociologue, je pense, c'est d'abord effectivement de pouvoir fournir une description la plus fidèle possible des tendances qui sont à l'œuvre dans notre société pour permettre à chacun et chacune de s'orienter ensuite du mieux possible, quels que soient ses intérêts, ses convictions politiques, dans le contexte qui est le nôtre. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Bien, merci beaucoup Manuel Cervera Marzal d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sociologue et l'auteur de Résister, petite histoire des luttes contemporaines. C'est aux éditions 10-18. Et merci aussi au restaurant Le Sormani qui nous a accueillis pour l'enregistrement
de cette émission. Et nous, on se retrouve plus tard pour un prochain numéro du MAG sur Radio Sensation Île-de-France. Et cette émission est disponible en replay sur notre site internet, sur notre application et sur tous les réseaux sociaux de Radio Sensation. Merci à tous.